Donc bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux. Je remercie Lucille de m'avoir invité pour parler d'éthique animale. Je vais un peu, oui, je vais vous parler d'éthique animale parce que c'est quelque chose qui s'est développé assez récemment. L'éthique animale, c'est une discipline qui est récente, qui a environ une cinquantaine d'années, et elle est en train de connaître de grands bouleversements dont j'aimerais vous parler. Donc dans un premier temps, je vais vous décrire un petit peu ce qu'a été cette éthique animale, quelles limites elle a rencontrées, et qu'est-ce qui est en train de se produire dans son cadre, qui est en train de la remettre en question pour aller vers ce qu'on peut appeler aujourd'hui, et on en parle de plus en plus, les droits politiques qui pourraient être accordés à des animaux. Mais pour arriver à cette notion de droit politique, il a fallu que les présupposés de l'éthique animale classique soient mis en question, et c'est un peu cette histoire que je vais essayer de vous brosser. Et enfin, dans une dernière partie, je vous proposerai ma conception de ce qu'on pourrait appeler des droits politiques. Donc voilà, je vais un petit peu vous donner des outils d'analyse dans le domaine de cette éthique. Alors qu'est-ce que c'est que cette éthique? Donc vous le savez, on fête aujourd'hui, ces derniers jours, on fête l'anniversaire, le 40e anniversaire d'un livre qui a lancé véritablement l'éthique animale, que vous connaissez bien, je pense, qui est le livre de Peter Singer, Animal Liberation, qui a été publié en 1975, et c'est à partir de ce livre que les choses sérieuses, on peut dire, ont véritablement commencé dans le domaine de l'éthique animale. Alors, je ne veux pas dire par là qu'il y avait pas un intérêt pour la question animale avant l'existence de cette discipline qu'est l'éthique, mais ce qui est avant, c'était plutôt c'était une réflexion plutôt proche de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire il y avait de l'empathie, il y avait une espèce de compassion pour la souffrance, mais on n'avait pas élaboré véritablement une réflexion théorique, critique, analytique, etc. Sur les liens moraux ou pas que nous devons avoir avec les animaux. Donc il s'est passé quelque chose de très important dans le domaine de la connaissance, et qui a eu des conséquences du côté évidemment de l'éthique en général, pas seulement de l'éthique liée aux animaux, mais aussi de l'éthique humaine, et aussi du côté de la politique et des rapports que nous avons entre vivants humains ou vivants non humains. Donc mais l'éthique animale véritablement a commencé assez récemment à élaborer des règles. Et donc ce livre-là est un événement à plus d'un titre, car il a permis aux lecteurs français de découvrir une tradition philosophique qui était méconnue, et qui s'est souvent préoccupée du sort des animaux. Cette tradition, vous en avez entendu parler probablement, c'est ce qu'on appelle l'utilitarisme philosophique. Et un utilitarisme qui provient d'un auteur anglais qui est souvent cité, qui est l'utilitarisme de Jeremy Bentham, un philosophe anglais qui est l'un des premiers penseurs européens à avoir inscrit la question de la souffrance animale dans la philosophie, et avoir par conséquent proposé les prémices d'une éthique animale en formation, qui va beaucoup influencer Peter Singer, donc il va la radicaliser pour en faire ce qu'on pourrait appeler et l'expression est de plus en plus connue, une philosophie de la libération animale. Là aussi, l'invention de cette éthique animale utilitariste a donné lieu à des concepts qui n'existaient pas avant, et ces concepts peuvent être traduits sous l'expression de philosophie de la libération animale. Et donc la radicalité, qu'est-ce qui fait la radicalité de cette thèse de Singer et de cette philosophie de la libération animale dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, au fond, même si elle commence à être mise en crise, et je vais essayer de dire pourquoi il y a crise de cette philosophie de la libération animale et à quoi elle pourrait nous mener. Donc la radicalité de la thèse singerienne, c'est de penser que, je le cite, c'est une idée très célèbre, mais qui reste encore très radicale, comme nous venons de le dire, très minoritaire.
Voilà ce que dit Singer. S'il faut choisir entre la vie d'un être humain et celle d'un autre animal, nous devons sauver celle de l'humain. Donc là, il reste humaniste au fond, Singer. Mais voilà ce qu'il a apporté de spécifique, ce qui a lancé l'éthique animale. Mais il peut y avoir des cas particuliers où l'inverse sera vrai, quand l'être humain en question ne possède pas les capacités d'un humain normal. Donc voilà, c'est ça au fond l'apport révolutionnaire de Singer. Ce n'est pas de dire qu'il faut toujours sauver les animaux, non. Il y a un aspect qu'on pourrait qualifier qui reste encore sacrificiel dans sa pensée. Il dit que il y a aucun problème, s'il faut sauver un humain, il sauvera l'humain. Je pense que nous le ferions nous aussi, je crois. Sauf exception. On en parlera, mais lui dit si un humain ne possède pas les qualités normales pour vivre en tant qu'humain, pour profiter de son existence, pour profiter de la vie, pour pouvoir bénéficier de sa propre subjectivité, eh bien il ne faut pas le laisser vivre. Et en revanche, il faut laisser vivre l'animal s'il peut développer ces capacités-là. C'est ça l'éthique animale dans son étape classique. Autrement dit, on peut dire que avec cette thèse très très radicale, ce ne sont ni la vie qui a de la valeur en elle-même, ni celle d'une autre espèce, mais fondamentalement c'est l'individu vivant qui doit servir de norme à tout jugement en matière d'éthique animale. C'est ce qui s'appelle donc, là aussi vous connaissez bien ce mot, mais c'est important de savoir d'où ça vient, un antispécisme, à savoir l'idée qu'il ne faut pas privilégier à n'importe quelle condition la seule vie humaine. Voilà. Là, on a une définition intéressante de l'antispécisme, telle que moi je le comprends. C'est-à-dire que il faut toujours privilégier la vie humaine, dit Singer, mais il y a certaines conditions dans lesquelles la vie humaine ne doit plus être privilégiée. Mais il faut privilégier toute vie, à partir du moment où elle est conduite à se réaliser selon des critères biologiques intrinsèques, propres. On peut donc parler, dans cette première philosophie de la libération animale, d'un profond individualisme biologique qui dépasse donc la distinction classique entre humain et non humain. Et ça, c'est vraiment la première fois dans l'histoire de la réflexion philosophique que se produit l'idée que il y a des conditions dans lesquelles il faut privilégier la vie animale plutôt que la vie humaine. Ça ne s'était jamais produit avant dans l'histoire de la pensée. C'est véritablement un événement qui a eu des conséquences, qui continue à avoir des conséquences très très importantes. Même quelqu'un comme Bentham n'avait jamais pensé ça une seconde, c'était impensable. Et Singer arrive et dit, ben voilà, les animaux, dans certaines conditions, peuvent avoir plus d'importance que les humains, dans certaines conditions également. Or, cette thèse radicale, qui établit donc une égalité, au fond, une égalité entre vivants humains et non humains, sera reçue, comme vous le savez probablement, avec la plus grande résistance par notre culture, par la pensée, par la philosophie, sans parler de la politique évidemment, c'est inimaginable qu'une telle idée soit reçue en politique encore aujourd'hui. Donc elle a été reçue avec la plus grande résistance par tous ces domaines qui y verront un danger mettant en question donc les valeurs humanistes qui fondent notre société. C'est la raison pour laquelle je pense que Singer reste un auteur encore très peu commenté et très peu lu en France jusqu'à aujourd'hui. La réception des plus prudentes de son éthique animale a néanmoins offert la possibilité à certains philosophes français de préciser les enjeux de sa philosophie, mais toujours de façon très timorée. Singer n'est pas reçu par la pensée philosophique contemporaine en France, et encore moins par les autres domaines intellectuels ou sociaux ou politiques, etc., etc. Donc il est reçu toujours de façon très timorée, comme si cette égalité de traitement moral entre humains et animaux déplaçaient avec trop de radicalité des frontières qui sont encore sacrées et qui sont intouchables pour 99% de l'humanité. C'est pourquoi, même chez des auteurs engagés en éthique animale, que je vais citer dans un instant, cet utilitarisme ne sera jamais vraiment développé et approfondi en France. Il y a au fond, et ça s'explique peut-être pour la raison que je suis en train de donner, il y a très peu de philosophes qui ont repris cet utilitarisme animaliste pour développer leur propre pensée. Hein. Et on aurait pu penser que une des rares philosophes femmes dont j'admire le travail prennent ces idées et les développent. Par exemple, je pense à Florence Burga. Et donc, Florence Burga, même si elle partage
c'est important de citer les auteurs qui travaillent sur ce sujet et qui s'inscrivent dans ce sillage intellectuel théorique avec des différences, même si elles partagent cette égalité de traitement entre les hommes et les animaux, eh bien, elle ne va jamais s'inscrire, elle ne va jamais inscrire son propre travail dans une perspective utilitariste radicale à la Peter Singer. Hein, c'est les ouvrages importants de Florence Burga, qui fait aussi partie maintenant de l'histoire de l'éthique animale française contemporaine. Eh bien, ces ouvrages importants et novateurs témoignent évidemment d'un intérêt explicite pour cette éthique, mais cette philosophe animaliste de premier plan, qu'est Florence Burga, à la pointe donc de la réflexion éthique en France, préférera, et continue à le faire, conduire ses recherches vers une autre tradition philosophique, très éloignée de l'utilitarisme, ce qu'on appelle, et c'est une tradition très importante, mais qui n'a pas de conséquences éthiques sur notre relation aux animaux. Cette tradition s'appelle la phénoménologie animale, hein, qui est moins une éthique, au fond, qu'une interprétation du comportement animal avant tout réductionnisme scientifique. Et donc, vous voyez, c'est intéressant de constater que cette radicalité utilitariste de Peter Singer, au fond, n'a pas eu de successeur en France à l'heure actuelle, et c'est ce que je vais essayer d'expliquer. C'est-à-dire pourquoi est-ce que on en a pas fait grand-chose au fond, et comment faire en sorte de récupérer ces idées pour les transformer et aller vers un autre domaine, peut-être du côté de la politique, justement. Et il est intéressant de constater que il y a un phénomène à peu près comparable, du même ordre, qui se produit en ce moment en France avec un autre ouvrage phare de l'éthique animale de langue anglaise, puisque vous le savez, malheureusement l'éthique animale est pour 90% d'entre elles de langue anglaise. Hein. Il n'y a pas d'éthique animale digne de ce nom en France, par exemple, pour le moment, ça n'existe pas. Et là aussi, ça en dit long sur le rapport que la France a avec les animaux, par le simple fait même que cette discipline n'existe pas véritablement en France. Donc il y a un phénomène du même ordre qui se produit en ce moment avec la réception d'un livre très important également d'éthique animale. C'est, vous en avez entendu parler, il est difficile à lire, etc. Ce livre, c'est ce livre qui s'appelle Les droits des animaux du philosophe américain Tom Regan, dont la traduction vient tout juste d'être publiée en français par Enrique Utria. Eh bien, ce livre important pour la philosophie des droits des animaux, publié initialement aux États-Unis en 1983, aura mis 30 ans donc à être traduit et publié en France. Et alors, cet ouvrage majeur a certes fait l'objet d'une réception française avant sa publication, comme celle du philosophe à qui je voudrais rendre hommage ici. Il n'est pas très connu parce qu'il travaille pas véritablement en éthique animale, il s'est plutôt orienté vers l'éthique environnementale. Donc c'est le philosophe Jean-Yves Goffy dans son livre, un livre intéressant, novateur, qui est passé inaperçu, que personne ne connaît en général, qu'il a publié en 1994 et qui s'appelle Le philosophe et ses animaux, du statut éthique de l'animal, publié donc en 1994. C'est le premier, ce philosophe français est le premier à avoir véritablement réfléchi sur cette éthique liée aux droits des animaux, mais force est de constater, et là aussi j'aimerais bien vous tenter une explication, force est de constater de manière objective que ce chef-d'œuvre de la philosophie des droits animaux n'a fait pour le moment l'objet d'aucune discussion approfondie de la part de la communauté philosophique, évidemment ni politique, parce que ça n'intéresse pas les politiques, et ni juridique, ce qui est assez étonnant, quasiment rien. Comme si ces idées, encore une fois, les idées de Tom Regan, rencontraient des difficultés à être partagées par notre culture, dans notre culture, en raison là aussi de sa supposée trop grande radicalité intellectuelle, qui conduit donc à un abolitionnisme explicite de toutes les formes d'exploitation animale, sans exception. Et on ne peut que comprendre de cette manière sa réception plus que prudente, tout en espérant qu'il se produise enfin, mais je pense que ça n'arrivera pas, une réception vraiment critique et d'envergure de cette œuvre marquante de l'éthique et du droit animal. Donc vous voyez, ces deux grands textes, ces deux grands livres, qui ont vraiment inventé un nouveau rapport critique et éthique et intellectuel par rapport à la réflexion sur les animaux, eh bien, au fond, n'ont donné lieu à quasiment rien dans le domaine de la pensée, en France en tout cas, et quasiment rien dans le domaine juridique, même rien au fond, et sans parler des autres domaines.
C'est comme s'il y avait une espèce de fossé entre ce que des penseurs peuvent proposer du point de vue éthique et la réalité dans sa violence au fond, qui se fout royalement au fond du fait qu'il y ait des philosophes qui travaillent sur ces sujets. Et c'est peut-être ce qui explique la crise de l'éthique animale contemporaine, qui restait une éthique très morale et qui est en train de prendre conscience du fait qu'il faudrait peut-être s'ouvrir beaucoup plus à la politique. Et ça, c'est la deuxième grande étape de l'éthique animale dont je parlerai dans un moment, c'est-à-dire non plus réfléchir sur les droits moraux accordés aux animaux, parce que ça sert à rien au fond, dans l'état actuel de notre société. C'est du temps perdu. Hein, mais essayer de réfléchir à des droits politiques accordés aux animaux, qui seraient, qui sont des notions qui sont beaucoup plus parlantes à l'égard non seulement du droit, mais à l'égard du champ politique et à l'égard d'autres champs. Voilà. Ça, c'est la première étape de l'éthique animale. Il y a une deuxième étape qui est une éthique qui est plus ouverte sur la culture et non pas sur les droits. Cette éthique est pas très connue. Et je pense que si elle avait été diffusée, elle aurait été beaucoup plus lue que l'éthique au fond morale et liée aux droits des animaux, qui disons-le, pardon pour le mot, mais je suis le premier à le regretter, c'est une éthique qui est en échec. Elle a échoué à changer quoi que ce soit du rapport de notre monde aux animaux. Et donc cette deuxième éthique, peut-être que elle aurait eu d'autres effets, nous ne le saurons jamais au fond. C'est une éthique là aussi anglophone malheureusement, qui a été produite par une philosophe américaine, Donna Haraway, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est une éthique ouverte sur la culture, qui est assez spécifique, assez originale, qui n'a aucun rapport avec l'éthique liée aux droits des animaux. Donc les travaux de cette philosophe américaine, Donna Haraway, dont quelques ouvrages ont été traduits en France ces dernières années. Par exemple, elle a publié un livre assez passionnant sur les chiens, qui, à mon avis, n'a pas été lu, encore une fois, alors que c'est un livre très très simple, très facile, et qui aurait changé beaucoup, et qui n'a pas la radicalité de ces éthiques liées aux droits des animaux. Ce livre s'appelle Manifeste des espèces compagnes, chiens, humains et autres partenaires, publié en 2010. Et donc, c'est les travaux de cette philosophe, donc qui est évidemment animaliste, mais aussi féministe, etc. Donc ça apporte quelque chose de plus que Peter Singer et Tom Regan qui ne prennent pas en compte la spécificité du combat pour la cause animale, qui reste, à mon avis, fondamentalement un combat féministe au fond. Et je pense qu'il faudrait orienter l'éthique animale du côté des combats aussi du féminisme pour que quelque chose commence à changer, sinon il se passera pas grand-chose à mon avis. Donc ces travaux inscrivent l'éthique animale dans une toute autre perspective que celle de l'antispécisme. Je crois qu'elle n'est pas antispéciste, mais ça n'empêche pas que ce qu'elle décrit soit intéressant. Donc ces travaux s'inscrivent dans une toute autre perspective que celle de l'antispécisme, dont nous venons d'évoquer les deux noms, donc Peter Singer et Tom Regan. Mais néanmoins, ces travaux constituent un profond et radical travail de sape de nombreuses croyances philosophiques et culturelles quant à un supposé propre de l'homme. Et ça, c'est très intéressant. Ça aurait pu fonctionner si on avait lu ces travaux, etc. Alors, qu'est-ce qu'elle dit en gros dans son éthique animale? Elle dit que elle propose la dimension transgressive de son éthique animale la conduit à destituer l'humain de sa prétendue exception culturelle en allant jusqu'à prêter aux animaux des qualités qui étaient censées, jusqu'à aujourd'hui, constituer le fameux propre de l'homme. Et elle écrit beaucoup sur la relation amoureuse que l'on peut avoir avec des animaux de compagnie. Elle insiste sur l'amour. Elle insiste aussi sur une autre idée très intéressante qui aurait pu changer la donne si on avait lu cette philosophe. C'est l'idée que l'humain s'invente par rapport à la relation éthique qu'il peut avoir avec les animaux. Il y a une invention de soi qui passe aussi par le lien avec les animaux de compagnie principalement. Invention de soi aussi qui est une invention de l'autre animal dans sa singularité. Ça, c'est très intéressant. Et évidemment, invention de la culture. D'accord? Donc elle n'insiste pas du tout sur la dimension juridique qui ne l'intéresse pas au fond. Elle considère que c'est pas très important. C'est pas le droit qui change quoi que ce soit au rapport que nous pouvons avoir avec les animaux. Le droit n'est
n'est qu'un filtre de quelque chose qui pourrait se passer antérieurement. Elle dit ce qui est important, c'est tout ce qui relève de l'affectif, du sentimental, de l'émotif avec les animaux. À partir de quoi on peut créer de nouvelles relations avec les animaux qui peuvent même prendre une forme politique, mais il faut partir non pas de choses abstraites comme les droits des animaux, comme des concepts, les concepts qui restent, pardon pour le mot, très masculins au fond. Et on sent bien ici qu'il y a un débat très fort dans l'éthique animale entre d'un côté une position défendue par des hommes qui sont du côté du droit, du côté de la norme, du côté des règles, etc. Puis des positions plus féministes qui disent non, c'est dans l'interaction sentimentale, émotive avec les animaux que quelque chose peut se passer. Mais surtout, et tel est l'intérêt de son éthique animale, pour cette philosophe qui est en plus qui est biologiste, qui est à l'origine d'un très grand mouvement aux États-Unis qui est passé totalement inaperçu en France une fois plus, c'est les cultural studies en matière animale, c'est qu'au fond, pour elle, et je crois qu'elle a raison, même si nous ne sommes pas conscients, toute l'histoire humaine n'a et ne prend sens que par rapport aux liens complexes et riches que les hommes et les animaux ont su créer entre eux, installant ainsi au cœur de cette histoire une hétéronomie radicale qui subvertit l'opposition métaphysique qui guide en profondeur notre conception de l'animalité, à savoir le dualisme qui est en train de nous tuer au fond, le dualisme entre d'un côté la nature qui serait réservée aux animaux, à l'animalité, etc., à la biologie, et de l'autre côté la culture, la politique. Toute son œuvre consiste à démonter violemment ce dualisme. Il n'y a pas plus de nature chez les animaux qu'il y a chez nous, il n'y a pas plus de culture chez nous qu'il y en a chez les animaux, etc. Il faut repenser autrement nos rapports avec eux. Et ce geste de grande importance philosophique est ainsi mis au service d'une dimension critique forte, car il permet de déconstruire, au fond, les différentes formes de domination qui s'exercent sur les animaux au nom d'une conception absolutiste de la culture humaine. Pourquoi nous nous permettons, sans que ça pose aucun problème, comme on l'a dit tout à l'heure, de dominer les animaux? Et parce que nous pensons que notre culture est supérieure à la leur. Il n'y a pas d'autre explication, au fond. C'est assez rationnel, entre guillemets. Nous avons la raison, nous avons la science, nous avons la technologie, nous avons la politique, nous avons l'économie, nous avons tout, et eux ils n'ont rien. Donc on peut se permettre de les dominer. Ben elle dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Peut-être que si on avait pris au sérieux son éthique animale, les choses auraient commencé à bouger dans le rapport que nous avons avec les animaux, du côté du droit, du côté de la politique, du côté de la science, etc., etc. Elle a inventé un concept intéressant qui est le concept de nature-culture, en un seul mot, aux effets critiques importants pour l'éthique, puisqu'il permet de penser autrement le rapport de connaissance qui se crée entre les humains et les animaux. Et c'est ce point précis qui touche à la question de la recherche scientifique sur l'animal qui a intéressé une autre philosophe de l'éthique animale, mais c'est intéressant de voir que c'est une philosophe qui est plutôt du côté de l'éthologie, encore une fois, comme cette philosophe américaine, vous la connaissez, c'est Vinciane Després, qui est belge, et qui en appelle en permanence dans ses livres à une remise en question du rôle dévolu par la science à l'animal de laboratoire. Là aussi, c'est un autre aspect, c'est ne plus essayer de déconstruire la violence qui s'opère par la science à l'égard des animaux en disant ils ont des droits comme nous, parce que ça fonctionne pas, ça fonctionnera jamais, je crois. Mais allez voir du côté des rapports que par exemple les scientifiques ont avec les animaux, le rapport, la dimension affective qu'ils peuvent avoir, utiliser cette dimension affective pour déconstruire des petites formes de pouvoir qui peuvent aussi passer par des dominations masculines, etc. Donc voilà deux différences très intéressantes dans l'éthique animale qu'il faudrait approfondir pour commencer à faire en sorte que les choses commencent un petit peu à bouger. Et donc la question radicale que pose entre guillemets cet élève qu'est Vinciane Després, cet élève de Donna Haraway, la question radicale qu'elle se pose et qu'elle pose aux scientifiques à partir d'une éthique animale en situation, c'est ça qui est intéressant, inspirée donc de celle de Donna Haraway, la question radicale qu'elle pose est celle de savoir comment poser aux animaux les bonnes questions. Voilà. Non plus obliger les animaux dans la recherche à se soumettre à la violence, au fond, ultra dominante de la science contemporaine dans tous les domaines, mais essayer d'inventer une science qui pose des questions qui intéressent les animaux.
Et si les animaux sont intéressés, ça veut dire qu'il y aura des relations éthiques qui peuvent se créer. Alors évidemment, pas dans le domaine qui implique la mort des animaux, mais dans d'autres domaines, par exemple une éthologie sociale, une éthologie politique, etc., etc. Donc il s'agit de poser les bonnes questions aux animaux pour que quelque chose commence à bouger, celles donc qui les intéresseraient réellement et dont ils auraient à attendre un intérêt pour leur propre existence. Voilà le changement qu'elle propose. Et son livre majeur, vous le connaissiez probablement, qui n'a pas été très lu parce qu'il n'a pas cette dimension ultra critique et ultra normative du côté du droit, c'est Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions. C'est une véritable déconstruction en réalité des pratiques scientifiques actuelles qui pour beaucoup d'entre elles donc mettent de côté l'idée d'un point de vue d'animal. C'est-à-dire qu'il s'agit de convaincre pour elle la science d'adopter le point de vue de l'animal pour instaurer des relations éthiques avec eux, pour aller jusqu'à la fin de toute mise à mort, de toute souffrance et donc de toute mise à mort des animaux. Et cet intérêt éthique pour la réponse animale, justement, il faut apprendre à écouter ce que nous disent les animaux, il faut apprendre à reconnaître la réponse animale. Ça, nous savons, notre culture est incapable de le faire pour le moment. Ça ne peut pas se faire seulement en leur donnant des droits. Il faut aussi autre chose, il faut faire autre chose, il faut déconstruire des tas de pratiques scientifiques, politiques, etc. Donc cet intérêt éthique pour ce qu'on appelle la réponse animale, qui fait que l'animal n'est plus ainsi réduit à sa réaction, il n'y a plus de réaction animale, ça n'a jamais eu beaucoup de sens, les réactions animales. Mais il y a des réponses animales, mais il faut les reconnaître, ces réponses animales, les identifier. Donc cet intérêt éthique pour la réponse animale, qui a fait donc il est plus du tout réduit à sa réaction, eh bien cet intérêt éthique a pour origine la pensée d'un philosophe sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces dernières années, qui est Jacques Derrida, dont l'éthique vise à inscrire les animaux dans une communauté politique et morale en lien étroit avec l'homme. Donc je vais vous dire quelques mots de l'éthique animale de Derrida, ce sera la fin de ma première partie, et puis dans une deuxième partie, montrer qu'à partir de cette crise de l'éthique animale, au fond, dont j'ai un petit peu brossé le tableau, eh bien, une des solutions qui reste au fond, parce qu'il y en a plus beaucoup des solutions pour faire quelque chose, c'est aller du côté de la politique et des droits politiques. Je développerai ça dans un moment. Et la jonction, justement, le lien entre cette éthique animale normative liée au droit et cette éthique, on va dire à la fois animale, mais à dimension politique, eh bien je pense que c'est une philosophie comme celle de Jacques Derrida qui permet de la faire cette jonction. Donc l'éthique animale derridienne, elle repose sur l'idée que l'opposition qui fonde nos relations aux animaux, à savoir le dualisme entre la réponse, qui serait le propre de l'homme. Tout le monde pense que seuls les hommes répondent, mais les animaux ne répondent pas, ils réagissent. Bon, ça c'est ça qui crée de la violence au fond. Eh bien, ce dualisme-là entre la réponse qui serait le propre de l'homme et la réaction qui serait celle de l'animal, ce dualisme doit être déplacé pour faire en sorte que tous les vivants, sans exception, soient considérés comme des animaux politiques, justement. Il faut apprendre à identifier les réponses politiques des animaux, politiques dans un sens ici assez large, d'accord. Évidemment, quand les réponses politiques les réponses des animaux, les réponses politiques des animaux, les réponses des animaux politiques, tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Elles existent, mais on ne veut pas les entendre. On est encore dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on est dans la dénégation. Pourtant, elles sont là. Il suffirait de passer quelques jours avec n'importe quel animal d'élevage pour entendre ces réponses politiques. Ils nous diraient des choses, mais encore faut-il créer les conditions juridiques, politiques, pour être capable d'aller écouter, etc., et de prendre des décisions en fonction de sa réponse. Donc, vous voyez, c'est un autre aspect de l'éthique animale, ouverte sur le politique. Et donc, la pensée de ce philosophe, qui est une pensée très importante, qui est pas facile d'accès, mais on commence à comprendre des choses très intéressantes. Cette pensée derridienne, c'est l'une des dernières éthiques animales qui repose sur des concepts puissants, qui vise à repenser de fond en comble notre relation aux vivants non humains en les inscrivant dans une communauté politique et morale qui en ferait des sujets à part entière. J'ai mis entre guillemets sujets, vous allez voir pourquoi, à part entière. Et ces principaux concepts sont donc les concepts de responsabilité. Les animaux peuvent avoir, et ont en réalité, quand on sait les écouter, un comportement responsable. Depuis les animaux sauvages jusqu'aux animaux de compagnie,
Il y a toujours une responsabilité animale chez n'importe quel vivant au fond, mais nous ne voulons pas l'écouter, c'est ça le problème, parce que le cadre n'existe pas, le cadre, encore une fois, ni politique, ni juridique, ni social, ni culturel, etc. Mais il suffirait de changer les cadres pour que quelque chose se passe dans notre relation aux animaux. Donc, il a inventé des concepts très intéressants qui ont une dimension pratique. Le concept de responsabilité, le concept de réponse, le concept de zoopolitique. La zoopolitique, c'est l'idée justement qui consisterait à dire qu'à partir du moment où nous sommes et nous ne pouvons pas faire autrement que d'être en lien avec les animaux, y compris les animaux sauvages, notre mission au fond, c'est d'instaurer des règles politiques avec eux, d'où le concept de zoopolitique. Règles politiques qui pour le moment n'existent pas, puisque ce sont des règles de rejet hors de la politique de tous les animaux, quelle que soit leur famille, d'accord. Et donc concept de zoopolitique qui est très puissant, j'en dirai un mot tout à l'heure. Le concept d'hospitalité inconditionnelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée cette relation politique avec les animaux, eh bien tout comme, alors c'est plus compliqué que ça bien sûr, mais tout comme on n'exclut pas les humains, bien ces relations zoopolitiques nous permettraient de ne plus exclure les animaux de nos échanges avec eux, de nos échanges quelle que soit la forme qu'ils peuvent prendre. Et donc cette éthique animale d'un genre entièrement nouveau commence à être prise en compte autant par les philosophes que par certains juristes, même si sa complexité fait qu'elle reste en grande partie à découvrir. Il s'agit pour elle d'installer entre les vivants humains et non humains des relations politiques. C'est la transition avec ma deuxième partie qui vise à en faire des sujets non pas à égalité avec les hommes, parce que ça peut être l'objet de discussion tout à l'heure. Je pense que l'égalité avec les hommes ne peut pas exister. Croire qu'il y a une égalité réelle entre les hommes et les animaux, je pense que c'est se mentir à soi-même. Il n'y aura jamais d'égalité à partir du moment où c'est nous qui allons les intégrer, si ça doit se produire un jour, ça se produira, c'est nous qui allons les intégrer dans un cadre politique qui va rester humain, voire humaniste. Donc il ne peut pas y avoir d'égalité, c'est nous qui allons déterminer la plupart des règles, c'est nous qui allons leur accorder ou pas des droits, etc. Si on les laisse faire, ils s'accorderont pas tout ça, c'est évident, d'accord. Donc je pense que l'égalité c'est un concept qu'il faudrait repenser et ne pas l'utiliser en permanence comme ça parce qu'il risque de nuire à notre combat. Alors ce serait une égalité non pas de conditions, d'accord, mais ce serait une égalité de traitement moral à visée politique. Il ne s'agit donc de rien de moins avec cette philosophie que d'introduire la vie animale dans le processus démocratique qui fait au fond la modernité de notre civilisation. Et ça c'est très compliqué, mais c'est possible. C'est possible, je vais vous en dire un mot. Donc introduire la vie animale dans le processus démocratique lui-même en vue d'une nouvelle conception de la démocratie, ouverte et inventive à toutes les formes de vie. Alors il ne s'agit pas, comme chez Tom Reagan par exemple, d'accorder des droits aux animaux, pour Jacques Derrida, mais de leur permettre de pouvoir bénéficier de la même considération morale et politique que celle qui gouverne la vie humaine, et de faire en sorte qu'ils puissent être considérés comme des animaux politiques à part entière. C'est ça la thèse très très forte de Jacques Derrida. Et cette thèse, eh bien, elle est intéressante parce que elle est en train de bouleverser l'éthique animale. Il est en train de se passer quelque chose de très radical dans le domaine de l'éthique animale, c'est que on met de côté la dimension droit moral, parce que ça sert pas à grand chose au fond. Ça n'a rien changé, au contraire, la violence ne fait qu'augmenter avec cette notion de droit moral, etc. Et on essaie de dire, mais comment est-ce qu'on peut inclure les animaux dans des processus plus politiques, dans des processus plus démocratiques, etc., etc. Ça, c'est l'enjeu actuel de l'éthique animale la plus contemporaine. C'est pour ça que je parle moi de démocratie animale. Avec cette idée de droit politique d'un genre nouveau pour les animaux. Alors, il y a deux écoles, je vais vous en parler assez rapidement. Il y a deux écoles au fond. Il y a une école là aussi anglophone qui existe depuis très 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 peu, puisqu'il y a un livre très important qui est sorti en 2011. Vous en avez entendu parler, c'est le livre qui s'appelle Zoopolis de deux philosophes canadiens.
un homme et une femme. L'homme s'appelle Kim Lika. Kim Lika, c'est un très grand philosophe canadien qui n'est pas du tout spécialisé en philosophie animale. C'est un spécialiste du multiculturalisme canadien, donc quelqu'un qui a une œuvre importante, qui est très reconnu, etc. Et il s'est dit, est-ce que je peux utiliser des concepts classiques en philosophie politique pour les appliquer à nos relations avec les animaux? Et en 2011, donc, ils ont publié un livre qui a changé la donne, au fond, puisqu'il propose un modèle politique d'intégration des animaux, de tous les animaux, pour leur donner au fond des droits politiques, d'accord. Alors ça c'est cette idée de droit politique qui est développée dans ce livre, qui va bientôt être traduit en français. La traduction est en cours, hein, et qui devrait changer des choses intéressantes et qui devra enfin toucher le monde juridique et le monde polique, qui sont profondément étanches à ces problématiques, hein, et encore plus aux problématiques morales. Mais maintenant, ça devrait changer quelque chose parce qu'il y a des points communs entre la politique de cette démocratie animale et la politique de tous les jours, qui est une politique du calcul, une politique de la contrainte, etc. Même si on dispose d'un certain degré de liberté, mais qui est assez limité, je pense. Hein. Cette idée de droit politique, donc défendue par ces deux philosophes, c'est au fond la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas une projection des droits de l'homme sur les animaux, une projection sans prendre en compte des différences, comme s'il fallait aller au fond chercher chez les animaux ce qui existe déjà chez l'homme, en tant que nous maintenant nous sommes considérés comme porteurs de droits, des droits humains. C'est ça l'idée. Est-ce que ça peut fonctionner? J'en parlerai tout à l'heure. Et il y a une deuxième école liée à la démocratie animale, c'est l'idée justement, et c'est celle que je partage, c'est de repenser totalement les droits politiques, y compris pour ceux dont disposent les humains, et évidemment ne pas projeter nos modèles des droits politiques, essentiellement nourris par les droits de l'homme, sur les animaux, parce que on aura du mal à les faire fonctionner. D'accord? Bon. Donc c'est ce que je vais développer dans cette partie-là. Donc qu'est-ce que c'est au fond que cette idée de démocratie animale? Si l'on parvient à répondre à cette question de manière libre, singulière et subversive, on donnera du sens au problème qui est le nôtre aujourd'hui, à savoir, Lucille, c'est pour toi que j'ai fait cette petite phrase, la dimension politique de la question animale. On est au cœur du sujet. Voilà. Donc, c'est quoi la démocratie en réalité, et quelle relation la démocratie a et doit avoir avec cette question animale qui nous préoccupe, nous, ici et maintenant. Je suis chaque jour qui passe un peu plus convaincu que ce dont souffrent les animaux, c'est d'être violemment exclus du processus démocratique lui-même, qui pour le moment repose sur un humanisme absolu, qui ressemble donc à un spécisme. Je reprends des vieux concepts qui proviennent de cette éthique animale assez classique, mais pour les repenser de fond en comble. Il y a des changements en cours sur l'entrée de la vie animale dans ce processus démocratique. Mais il faut savoir les observer. Mais ces changements ne touchent presque pas la vie réelle des animaux. Alors, la question que nous allons travailler maintenant est celle de savoir comment faire entrer les animaux en démocratie afin que leur voix compte véritablement. Puisque pour le moment, leur voix n'a jamais compté une seconde. Ni une voix, si on peut dire. Afin que leur voix compte non seulement dans l'idée du bien commun, politique, non seulement dans les processus démocratiques de décision politique, ça ce serait une révolution, il faut la faire, et nous la ferons, j'en suis presque sûr, mais plus essentiellement peut-être comme intégrer les animaux dans les processus démocratiques actuels, comme des vivants porteurs d'une subjectivité démocratique qui constituera au fond le fond de mon exposé. Parce que je pense que le moyen le plus juste, au sens de justice, au sens éthique, de respecter un animal, c'est de le considérer comme étant aussi porteur d'une subjectivité démocratique, c'est-à-dire d'un désir, même s'il n'en est pas totalement conscient, mais il en est conscient à moitié, un peu comme nous, au fond, quand on fait de la politique, quand on s'engage, quand on vote, quand on participe à des tas et des tas de débats. Il y a l'idée qu'au fond, on désire participer à quelque chose de collectif. Et ça, ce désir de participation à quelque chose de collectif, j'appelle ça une subjectivité démocratique. Je pense que les animaux sont porteurs de cette subjectivité démocratique.
Si on arrivait à convaincre la société qu'il y a ça chez les animaux, on aurait fait d'immenses progrès. Mais il faut le mettre en forme politique, en forme juridique, par exemple. Alors, donc, je suis donc convaincu que les animaux savent au fond d'eux-mêmes ce que le mot démocratie veut dire. J'en suis sûr. Ils savent ce que c'est que la démocratie. Ils ne le savent pas de manière rationnelle, mais nous non plus, nous ne le savons pas de manière rationnelle. Si je vous disais c'est quoi la démocratie, vous allez évoquer des souvenirs, des sentiments, des émotions, mais vous n'allez pas rationaliser votre rapport à la démocratie, parce que c'est pas un rapport rationnel, c'est d'abord un rapport affectif. Donc je pense que les animaux savent ce que le mot démocratie veut dire, au sens où ils sont porteurs d'une force. C'est ça la subjectivité. Ils sont porteurs d'une force qui les pousse, au-delà de toute volonté consciente, à défendre quoi? Eh bien, à défendre leur désir de reconnaissance et de liberté, lesquels désirs sont à mettre en forme sur le plan politique, donc en transformant radicalement, par un démontage urgent et nécessaire, les obstacles à une telle démocratisation animale. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Intégrer les animaux dans le processus démocratique à partir du moment où eux aussi ressentent le besoin que leur soit reconnue cette subjectivité démocratique, qui est d'abord qui est une force au fond, une force politique dont on pourrait se servir pour faire de la politique de manière tout à fait nouvelle. Eh bien, ça suppose de démocratiser au fond, donc de démocratiser pour les faire accéder l'État. Parce qu'aujourd'hui, le principal obstacle à la reconnaissance de cette subjectivité démocratique, c'est l'État. C'est l'État qui exploite les animaux. C'est l'État qui les tue. C'est l'État qui ne se pose aucun problème éthique à leur égard. Donc, introduire l'idée d'une démocratisation de la vie animale en s'adressant directement à l'État, en pénétrant directement l'État, je pense que c'est une des solutions. Ce que ne faisaient pas les premiers théoriciens de l'éthique. Ils en restaient en dehors de l'État en proposant uniquement un rapport moral aux animaux. Ça ne peut pas marcher, ça ne marchera jamais, je crois. Donc, il faut rentrer dans l'État, transformer l'État de l'intérieur et montrer que les animaux sont porteurs de droits subjectifs et politiques tout autant que nous, avec des différences, bien sûr. Donc, il faut aussi repenser la notion de droit politique et aussi la notion de justice. Et ce serait, là aussi, j'en appelle, et c'est un domaine, un sujet de recherche en cours, j'en appelle à l'invention d'un nouveau droit qui prendra en compte cet aspect démocratique et cet aspect politique. Parce que on parlera du droit tout à l'heure, mais pour le moment, le droit ne s'intéresse pas à cette problématique politique. Et on peut comprendre pourquoi, parce que le droit, après tout, n'est qu'une production de l'État. Le droit répète ce que l'État lui demande de répéter, c'est-à-dire bon, les animaux ils sont là pour nous, ils sont pas là pour eux, etc. Donc il faudrait démocratiser au fond ces trois instances qui exercent à l'heure actuelle du pouvoir sur les animaux. L'État, il y a plein d'idées, c'est tout à fait possible. Il suffit de quoi au fond? Il suffit qu'il y ait un parti politique animaliste qui fasse ça et ça changerait très vite la situation. Alors je sais que le parti des Verts le fait un peu, mais le fait pas comme ça. On en parlera tout à l'heure si vous voulez, mais ça reste encore quelque chose de l'ordre du projet politique. Mais je pense que pour démocratiser véritablement ces institutions qui exercent pour le moment du pouvoir, de la violence, il faut l'instrument, parce que je veux être concret aussi, c'est un parti animaliste qui existe en Europe. Il y a, à ma connaissance, il faudrait étudier le sujet, là aussi, c'est pas très étudié, parce que ça nous apprendrait énormément de choses. Il y a, à ma connaissance, 3 grands pays européens où il y a des partis animalistes, et le principal, c'est la Hollande, où je crois qu'il y a 2 députés et 2 sénateurs hollandais qui appartiennent à un parti qui est pour les animaux, et les choses commencent à bouger tout doucement, parce qu'ils introduisent cette démocratie, dans les institutions. Il y a l'Autriche. Alors l'Autriche c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de parti animaliste, mais comme le mouvement abolitionniste autrichien est assez puissant, les partis politiques sont assez sensibles à ce type de discours. Et puis il y a l'Espagne, où il y a plusieurs partis, plusieurs mouvements intéressants. Et vous avez vu, c'est pas qu'une anecdote, c'est que aux dernières élections locales et régionales, beaucoup de nouveaux et de nouvelles représentantes, par exemple celle qui sera maire de Madrid, a décidé d'arrêter les subventions à la tauromachie. Donc ça c'est, vous voyez, donc parce qu'elle a introduit l'idée d'un possible processus démocratique à l'intérieur des institutions politiques qui rejetaient ce type de processus. D'accord ? C'est intéressant. Mais en France, nous n'avons malheureusement pas aucun parti animaliste, et je crois que ça va être très compliqué à en monter, mais il pourrait s'approprier ces idées
parce que ces idées aussi ne sont pas seulement réservées aux animaux, mais ça aussi changerait les relations entre nous-mêmes, quoi. Ça les humaniserait beaucoup plus. Bon, on en reparlera si vous voulez. Donc c'est un tel programme que j'aimerais vous expliquer en vue de décrire cette démocratie animale qui commence à être pensée en philosophie politique dans des traditions de pensée différentes, comme je vous l'ai dit, mais qui convergent vers cette reconnaissance politique de ce qu'on doit appeler une subjectivité politique et démocratique des animaux. Alors il y a deux traditions, ça c'est très intéressant. Mais au fond, si je vous parle de ces deux traditions, c'est parce qu'il faut justement s'approprier ce qu'il y a de meilleur dans ces deux traditions. Il faut pas qu'on reste chacun enfermé dans sa petite tradition intellectuelle, juridique, philosophique. Tout ça, c'est profondément ridicule. Il faut créer quelque chose de global, de commun, etc. Donc il y a deux traditions pour le moment qui disent, oui, la solution, c'est les droits politiques accordés aux animaux, mais de manière différente. Alors ces deux traditions, c'est évidemment la tradition libérale. Il y a un libéralisme, par exemple, Kim Lika et Donaldson sont des libéraux. Alors libéraux au sens pas économique du terme, mais au sens politique, à savoir tout individu est porteur de droits subjectifs et donc il a droit à la liberté de conscience, de déplacement, etc. Eux, ils disent c'est au nom de ces principes qu'il faut accorder cela aux animaux, parce que les animaux sont aussi des individus, sont aussi des êtres singuliers, etc., etc. Je vois pas pourquoi nous on serait porteurs de ça et pas eux. Il n'y a pas de différence de ce point de vue-là. À partir du moment, alors ça c'est un point intéressant, c'est au fond, quand nous disons que les humains sont porteurs de droits, en fait, nous ne sommes pas porteurs de droits. C'est une croyance. Au fond, nous, il n'y a rien, quoi. C'est le vide absolu. Il y a que de la matière. Mais l'idée, c'est que à partir du moment où certaines conditions politiques et historiques ont permis de croire en ce que les humains étaient porteurs de droits subjectifs et politiques, ben il faut faire en sorte de convaincre la société de croire également que les animaux sont porteurs aussi de droits subjectifs et politiques, parce que ça relève de la croyance, ça relève de ce que les philosophes appellent la performativité. À partir du moment où je décris quelque chose, je transforme la chose et je la fais exister. Il n'y a pas de droit subjectif en moi, ça n'existe pas. Il y a un passé, il y a une mémoire, mais il n'y a pas de droit. C'est une illusion. Bon, ben, pourquoi ne pas faire pareil avec les animaux? Donc ça veut dire aussi que pour que quelque chose se passe dans notre relation aux animaux, il faut aussi un peu accepter de se décentrer soi-même, de se déconstruire un petit peu soi-même, et donc de déconstruire une partie de ce en quoi nous croyons et qui nous donne le pouvoir d'exercer cette violence envers les animaux. Cette idée de droit subjectif, il faut la conserver, mais il faut la transformer et reconnaître l'idée que, au fond, c'est quand on reconnaît des droits que les droits existent. Quand on les déclare, d'où l'idée qu'il y a des déclarations des droits. S'il n'y avait pas de déclaration, ces droits n'existeraient pas. Il faut jamais oublier ça. Ça permet de se décentrer un peu et de se décentrer, non. De se décentrer et de pas se prendre pour le centre du monde. Donc, c'est donc deux traditions intellectuelles, le libéralisme et puis la tradition à laquelle j'appartiens, qui est la tradition déconstructive, dont je vais vous parler. Alors, un petit mot sur ce que peut apporter, je peux encore un peu parler? Lucille? Alors 5 minutes. Ouais. Alors 5 minutes. Alors je vais résumer ce que ces deux traditions peuvent apporter à cette idée de démocratie animale. Donc la tradition libérale d'un côté et puis la tradition déconstructive de l'autre rapidement. C'est aussi sous forme d'outils que je vais dire ça. C'est pour qu'on s'approprie ces instruments et qu'on les fasse exister politiquement. Sinon, ça servirait à rien ce que je raconte. Donc, c'est quoi ce libéralisme politique et en quoi il peut nous aider à aller vers cette démocratie animale? Eh bien, j'en parlais un peu tout à l'heure. L'ouvrage Zoopolis, qui est sous-titré A Political Theory of Animal Rights, des philosophes canadiens Kim Lika et Donaldson, c'est un livre qui compte et qui comptera et qu'il faut donc lire dans ce qui s'appelle depuis peu la philosophie politique animale, qui est ce qui a fait exploser l'éthique animale classique. Donc cette philosophie politique animale est un domaine de recherche entièrement nouveau qui jusqu'à ce qu'il y a peu, ne prenait pas en compte, j'insiste, parce que c'est un changement de fond, la dimension politique de cette question animale. Et pour réfléchir avec vous ici à ce que peut être cette démocratie animale, je vais vous citer pour vous faire sentir un peu l'idée qu'au fond, il faut déjà que nos esprits s'installent dans cette démocratie animale si on veut la faire exister. Parce que c'est vraiment un rapport sensible aux animaux qui pourrait exister par cette démocratie animale-là. Alors je vais vous citer un petit passage très intéressant qui contient l'idée clé au fond de ces droits politiques lus selon une lecture libérale, mais au fond, je crois que
ce qui nous fait exister en tant qu'être politique, ça provient du libéralisme. C'est-à-dire si le libéralisme n'avait pas existé, on croirait pas qu'on a des droits politiques, très probablement. Hein. Alors il y a d'autres traditions en conflit, mais c'est ça l'idée. Hein. Bon, alors voilà un petit passage très intéressant de ce livre qui contient l'essentiel de ce que la reconnaissance de droits politiques aux animaux pourrait changer et donc mettre fin à la violence envers les animaux, puisqu'ils seraient considérés comme nous, à savoir porteurs de cette subjectivité. Voilà ce que disent Kimlicka et Donaldson dans cet extrait. Ils disent c'est une grave erreur de considérer l'agentivité démocratique comme une condition d'éligibilité pour être un citoyen. Si on dit que seuls les individus capables de délibération réflexive sont éligibles, alors on exclut non seulement les animaux, bon ça a toujours été comme ça, mais aussi, on en parlait un peu tout à l'heure, les enfants, les personnes démentes, ou présentant de profonds handicaps intellectuels, et d'autres encore. La citoyenneté, c'est toujours la citation, la citoyenneté est due à tous les membres de la société, quelle que soit leur capacité cognitive, qu'ils en aient ou qu'ils n'en aient pas, qu'elles soient différentes des nôtres ou pas, ça ne doit rien changer. Si on considère que quelqu'un ne peut devenir membre de notre société politique que parce qu'il a la totalité des capacités cognitives, c'est la fin du politique, c'est la fin de toute idée de droit, c'est la fin de toute démocratie, d'accord? Donc voilà un des arguments qu'utilisent ces auteurs. Il continue en disant, avec le concept clé, l'agentivité démocratique. Alors l'agentivité, c'est une idée très intéressante. C'est au fond de dire que nous sommes tous des agents, c'est-à-dire que nous agissons sur nos propres vies. Vivre, c'est agir sur ce que nous sommes. Nous voulons aller à droite, à gauche, nous voulons rencontrer telle et telle personne. Ça s'appelle l'agentivité. Mais il faut la politiser. Et la politiser, c'est la décrire comme démocratique, puisqu'on est dans démocratie. Bon, dans des démocraties. Donc ils disent, l'agentivité démocratique n'est pas une condition d'éligibilité pour la citoyenneté, mais plutôt une valeur qui gouverne la façon dont nous traitons nos concitoyens. Alors, ils veulent dire quoi? Ils précisent en disant, traiter autrui comme concitoyen, et donc là, commençons à imaginer que dans le concitoyen, on met aussi les animaux. Ça changera tout. Traiter autrui comme concitoyen, c'est le traiter de manière qui affirme et font respecter les valeurs fondamentales, les valeurs démocratiques fondamentales, qui sont quelles valeurs? C'est ça qu'il faut créer avec les animaux. L'autonomie, l'agentivité, les reconnaître comme des agents, c'est-à-dire comme des sujets de leur propre vie, la confiance entre eux et nous, des relations de confiance, des relations de coopération, coopérer. Cette société, cette démocratie animale ne nous empêchera pas de travailler avec eux, il y aura encore du travail, mais ce sera un travail qui aura un sens que dans ce cadre démocratique-là. Un travail qui reposerait évidemment sur le respect intégral de l'animal. Il y a des tas d'exemples possibles, je ne rentre pas dans les détails. Donc, coopération, participation. Et qui évite autant que possible de recourir donc à ceux dont nous souffrons, et ceux surtout dont souffrent les animaux, la coercition et surtout le paternalisme, qui est encore assez développé, y compris chez les défenseurs de la cause animale, le paternalisme. De se dire au fond, bon, on va les aider à souffrir le moins possible, mais au fond, bon, ils sont là pour ça, quoi. Hein, il y a quand même des liens entre le paternalisme et tout ce qu'on appelle le bien-être animal. Hein. Faisons en sorte qu'ils ne souffrent pas, mais continuons à les exploiter. Si c'est fait en dehors de toute souffrance, on a le droit. C'est ça le paternalisme. Et ça, c'est très très puissant encore aujourd'hui, y compris chez ceux qui les défendent. Donc l'idée ici, c'est quoi? Alors, pour moi, le mot-clé, c'est le mot de participation. Parce que qui dit droit politique, dit que les animaux, ils vont participer à la démocratie. Sinon, la notion de droit politique n'a absolument aucun sens. Nous participons à la démocratie. Alors, nous participons pas beaucoup, parce que au fond, là aussi, ça permet de se décentrer, de déconstruire aussi nos illusions. Au fond, le moment où on participe un peu à la démocratie, c'est quand on va voter. Mais c'est pas grand-chose, au fond. Qui vous a déjà demandé de participer à l'élaboration d'une loi fondamentale? Qui? Personne. Nous ne participons pas à la vie démocratique. Alors que, donc, c'est ça l'idée, c'est que le fait qu'on demande dans cette démocratie animale aux animaux de participer à cette vie démocratique, ça va aussi obliger cette société à véritablement se démocratiser à l'égard des humains, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans la représentation politique. On délègue. Voilà, je vote pour telle et telle personne, occupe-toi de moi. J'ai autre chose à faire. Au fond, c'est ça.
eh bien, cette démocratie animale va changer la donne, parce qu'elle va tout déconstruire pour démocratiser en profondeur cette société qui, à l'heure actuelle, n'est pas démocratique, c'est évident. C'est pas nos représentants qui font qu'on peut parler d'une véritable démocratie. Il en faut. Je vais voter, mais au fond, je suis très très vite déçu parce que ils n'ont pas voté comme je voulais, ils n'ont pas élaboré les lois que je voulais, etc. Mais parce que justement, c'est pas démocratique, au fond. C'est pas démocratique. Alors, donc, bon, je crois que je parle trop, non? Bon. Non? 5 minutes? Bon. Merci. Alors, je développe cette idée d'agentivité démocratique pour voir comment la révolution démocratique est possible, en fait. Est possible. Donc, le concept clé de ce passage, c'est donc celui d'agentivité. Si j'ai bien compris ce concept, il se peut que je l'ai pas bien compris, mais je l'ai un peu compris. Si j'ai bien compris ce concept, l'agentivité, c'est le fait de disposer de compétences qui me donnent le pouvoir de choisir subjectivement ce que je considère comme étant le plus juste possible pour moi et pour les autres, et pour la communauté politique où je vis. Et au nom de quoi refuser ça aux animaux? Les animaux aussi savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Sauf qu'on leur donne pas la possibilité. Quand on enferme les animaux dans l'industrie agroalimentaire, si on leur demandait de choisir, ils feraient quoi? Ils prendraient la fuite. Ils iraient dans les champs brouter de l'herbe, etc. Donc il y a une agentivité animale, mais il faut la faire exister, cette agentivité. Et pour le moment, on fait tout. Toute la société, toutes les institutions, y compris politiques, économiques, font tout pour ne pas faire exister cette agentivité-là. Donc, or, si on fait de l'agentivité démocratique, je précise un peu l'idée, une pure expérience intellectuelle, une pure expérience rationnelle, réflexive, il y a de fortes chances, comme je le disais tout à l'heure, qu'elle ne concerne au fond que très peu de personnes. Non pas que nous soyons dans l'irrationalité politique permanente, mais bien plutôt qu'il n'y a pas, même chez l'individu le plus libre, il n'y a pas de décision pure, libre, totalement réflexive, soustraite aux passions politiques. N'importe quel sujet de la politique actuelle est soumis à des passions, à des contraintes, à des normes, qui fassent de la politique ou qui votent, ou que l'on vote pour ces personnes-là en tant que représentantes. Hein, d'accord ? Il n'y a pas de liberté véritablement réelle, au fond, en politique. Et donc, exclure les animaux sous prétexte que nous avons la liberté et qu'eux ne peuvent pas en avoir, mais c'est l'injustice absolue, parce que ça marche même pas pour les humains. C'est très injuste envers les humains, encore plus envers les animaux. Mais vous voyez comment on se sert des humains aussi pour empêcher les animaux on se sert des humains pour empêcher les animaux d'exister. Le champ politique se sert de ces idées-là pour tout faire pour qu'il n'ait pas cette libération politique qui pourrait se réaliser très vite, au fond. Très très vite. Hein. C'est ce dont je vous parle là, ça peut se faire en 6 mois. En 6 mois, c'est faisable. Autrement dit, cette catégorie d'agentivité politique, si on la rationalise à l'extrême, comme aiment le faire ceux qui détestent au fond les animaux, eh bien cette agentivité politique, elle produit en réalité, si on la laisse dans sa sphère rationnelle, rationaliste, etc., elle produit de grandes injustices vis-à-vis de celles et de ceux dont on pense qu'ils ne méritent pas de bénéficier de son existence politique. Comme catégorie encore privilégiée de la politique moderne. Catégorie donc d'agentivité politique qui a été en réalité inventée, d'accord, pour s'approprier le pouvoir politique et par la même occasion pour en dénier l'utilisation à de nombreuses personnes, pas seulement des animaux, mais aussi aux enfants. Hein. Les enfants n'ont pas la capacité de répondre, n'ont pas la capacité de prendre des décisions. Ça aussi, c'est une erreur grave. C'est très compliqué. Hein. Donc, les enfants, évidemment, les personnes démentes. D'accord, c'est pas parce qu'on est dément qu'on est incapable de savoir ce qui peut être utile pour le bien de sa propre société. Au fond, c'est ça l'idée. Les handicapés profonds, comme le texte le disait, les handicapés intellectuels, et évidemment les animaux. Autrement dit, si l'on pose comme critère fondamental de cette agentivité démocratique certaines capacités cognitives élevées, certaines capacités cognitives rationnelles et réflexives, on exclut violemment celles et ceux qui ne sont pas en mesure de s'y plier, de s'y soumettre et de leur obéir. Ce qui montre qu'au fond, pour qu'il y ait vraiment justice, pour qu'il y ait démocratie animale, il est nécessaire d'ouvrir le plus possible cette catégorie d'agentivité démocratique en question. Il faut l'ouvrir, il faut la déconstruire, et non plus la penser comme norme intellectuelle, mais plutôt comme une norme morale. Et donc, il s'agit de dire que l'agentivité démocratique, en réalité, c'est une croyance politique,
Et ce qui compte, c'est l'agentivité morale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on donne la possibilité à un vivant, que ce soit un vivant humain ou un vivant animal, de choisir, il choisira pour lui, mais aussi pour le bien commun, pour la société à laquelle il appartient. Et à partir du moment où dans cette démocratie animale, les humains seront associés aux animaux, eh bien, quand ils choisiront, ils penseront aussi à nous. Et c'est ça qui est intéressant dans cette nouvelle société. D'accord ? Comment ne pas être séduit, au fond, par cette, je vais conclure là, par cette ouverture de l'agentivité démocratique à l'éthique, en vue de faire de cette agentivité une source produisant des valeurs démocratiques à l'intérieur desquelles repenser de nouvelles relations avec les animaux par conséquent. Il faut donc, alors je vais conclure, il faut donc faire trois choses si on veut que quelque chose se passe. Il faut politiser à l'extrême la question animale, d'accord ? Repenser la question des droits politiques, les désintellectualiser du côté des droits humains, afin d'introduire dans ces droits politiques les animaux sous toutes leurs formes. Je développe pas le projet de ces philosophes canadiens, mais il est d'une richesse extraordinaire. Un parti animaliste courageux s'approprie ce programme et ça change le monde au fond. Donc désintellectualiser la notion de droit subjectif, de droit politique, etc., pour y introduire justement du moral, pour y introduire de l'émotionnel, pour introduire de l'émotif, etc., puisque la politique c'est aussi peut-être avant tout ça. Et enfin, je pense que l'instrument pour permettre cette démocratie animale, eh bien c'est enfin, il faudrait que ça se produise des partis animalistes. Et je suis persuadé que les partis traditionnels ont du souci à se faire, parce qu'il y aurait beaucoup de personnes avec ce que je raconte là, qui, si ces partis diffusaient ça dans la société, hein, en disant que la démocratie c'est pour tout le monde, ça va l'approfondir pour tous, tout le monde va en profiter, à mon avis, les partis traditionnels disparaîtront très très rapidement. Merci beaucoup. On a un petit moment pour les questions-réponses. Est-ce qu'on a des questions ? Alors, comme il y a beaucoup de personnes et qu'on a peu de temps, je vais vous demander de poser des questions rapides. Oui, merci beaucoup. Moi, je suis assez critique vis-à-vis de la position libérale, parce que le recouvrement de la subjectivité à d'autres catégories, notamment la catégorie animale et pourquoi pas la catégorie végétale, hein, après tout. Pour moi, c'est de fonder en fait des droits politiques à partir du recouvrement de la subjectivité de catégories qui ont été jusque-là exclues et utopique à mon sens, puisque les institutions libérales sont à la base de l'exclusion de la reconnaissance des enfants, des femmes, des esclaves autrefois, des ouvriers, etc. Donc toutes ces catégories ont été exclues à cause précisément de la modernité libérale. Donc là-dessus, pour moi, j'ai un vrai problème avec Kimika là-dessus. Ma question est la suivante: que faites-vous du monde sauvage? Parce que la catégorie animale, finalement, c'est de concevoir l'animalité comme une catégorie, et pour moi, c'est un anthropomorphisme précisément. L'animalité ne se conçoit pas sans son environnement, sans la biosphère. L'animalité ne peut pas se concevoir sans son environnement, qui inclut le monde végétal, le monde minéral aussi, hein, dont on parle jamais, mais voilà. Donc là-dessus, voilà. Et par rapport au monde sauvage, je crois que la question du sauvage est primordiale, que le monde sauvage est une entité en soi, qu'il serait dangereux de vouloir domestiquer via justement une politisation de l'animalité, puisqu'il ne faut pas oublier, et ça Derrida le dit, c'est à cause de la domestication qu'on a exclu, qu'on a fait deux catégories d'animaux. Les animaux avec qui on entretient des liens affectifs et qu'on protège, hein, d'ailleurs à l'heure actuelle c'est un peu baroque, hein, on va acheter des petits manteaux à ses chiens, voilà, on va
à donner des petites friandises, etc. Et puis en attendant, on désanimalise littéralement les porcs, les vaches, les animaux d'élevage. On leur dénie carrément leur existence d'animal. Hein. Donc, et ça parce qu'on considère qu'il y a des animaux qui rentrent dans la sphère domestique humaine, hein, dans le domos, dans la maison, donc on protège, et puis les autres, finalement, qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas des animaux domestiques, ou alors qui sont des animaux sauvages, qu'on s'autorise à shooter dans le ciel, ou voilà, qu'on s'autorise à exterminer. Hein. Donc voilà, je pense que la question du monde sauvage est aussi essentielle. C'est une très grande question. Vous avez dit, ce sont des catégories libérales. Ces catégories libérales-là, de droit, bon, etc., d'autonomie, d'agentivité. Oui, c'est ça. C'est une philosophie. C'est une philosophie de l'individu. C'est-à-dire que ce qui compte dans la société, c'est exprimer son individualité, voir son individualisme. Bon. Sauf que ça exclut beaucoup de monde. Mais ça en exclut de moins en moins, puisque regardez, la dernière entité, excusez-moi, vous allez comprendre pourquoi je dis excusez-moi pour l'entité, la dernière entité à s'être introduite dans ces catégories libérales qu'il exclut, ce sont les femmes. Et donc, autrement dit, la seule manière de faire que ces catégories acceptent la différence, parce que une femme, je pense que c'est différent par rapport à un homme, c'est pas du tout la même chose, à mon avis. C'est de déconstruire aussi ces catégories libérales qui sont des catégories qui peuvent être trop abstraites, trop théoriques, etc. Même on a fait la même chose pour les enfants. Les dernières grandes déclarations sur les droits des enfants, on a aussi montré qu'il y avait une agentivité propre à un enfant, à la catégorie enfant. On vient de faire la même chose avec les handicapés. Il y a une loi très importante qui date de 2001-2002, excusez-moi si je me trompe, qui a dit que les handicapés disposaient d'une certaine forme d'agentivité qui leur permettait de participer à la vie politique de la nation. Il y a une loi, oui, mais c'est adapté. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que pour que ce modèle fonctionne, il faut que l'universalisme s'adapte à la différence, aux différences. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et ben, pourquoi ne pas faire la même chose avec les animaux? C'est-à-dire que, alors, un petit mot là-dessus. Il faut que je sois bref. J'ai pas développé mon travail parce que avec mes propositions, etc. Mais je pense que il faudrait inventer 3 types de droits politiques. Et les plus importants seraient des droits politiques indirects à l'égard des animaux, c'est-à-dire qu'il y aurait non pas une forme de tutelle des humains sur les animaux, parce que ça il y a le paternalisme là, mais des droits politiques qui prendront en compte la possibilité pour ces animaux d'exprimer leur intérêt, évidemment, d'exprimer la possibilité. Ces droits politiques seraient des droits politiques qui permettent aux animaux de non seulement d'exprimer leurs intérêts, mais d'être représentés au niveau politique. Et ça changerait absolument tout. C'est tout à fait possible. On est représenté. Pourquoi ne pas imaginer une société, une démocratie animale où les animaux seraient représentés par des partis politiques animalistes? Alors il n'y aurait pas que des partis politiques animalistes. C'est tout à fait possible. Ça existe en Hollande, à quelques kilomètres d'ici. Donc c'est envisageable tout ce que je raconte. Et aussi, alors ça c'est vraiment passionnant. Donc non seulement la représentation des animaux, mais aussi des droits politiques liés à leur participation à l'élaboration des lois. C'est-à-dire que faire que les animaux, créer les conditions pour que les animaux, quand on fait une loi les concernant, aient participé à l'élaboration de la loi. Alors évidemment, les animaux seraient pas exploités, mais ils seraient encore là, et donc il faudrait des lois, sauf que ce seraient des lois qui prendraient en compte leurs intérêts politiques. Voilà. Si on arrive, alors vous allez me dire c'est pas demain la veille, je sais parce que vous êtes réaliste et lucide, mais si on arrive à faire en sorte que les animaux un jour participent à l'élaboration des lois les concernant, ça, on a gagné. Et c'est tout à fait possible. Il suffit qu'il y ait une volonté politique. Dernier point, Kim Lee-Kay pardon, non, j'arrête. Non, pardon.
Bonjour, merci Bonjour. pour votre intervention. Merci. J'aimerais revenir sur Donna Haraway, dont vous avez parlé au début. Vous avez insisté sur la particularité de ces thèses, mais je ne vois pas véritablement en quoi elles se distinguent des théories du care, du welfarisme et de tout ce pendant-là qui a donné lieu à l'éthique animale. Dans un second temps, j'aimerais vous demander ce que vous pensez de l'existence de 3 ministres du bien-être animal en Belgique, que vous n'avez pas évoqué. Est-ce que, selon vous, cela illustre justement votre souhait de faire participer les animaux à l'élaboration des lois et ainsi de suite? Et dernier point, vous semblez affirmer qu'il suffit d'une volonté politique pour réaliser la participation des animaux aux droits. J'aimerais avoir un tout petit peu plus de précision là-dessus parce que j'ai du mal à saisir comment on pourrait justement faire participer les animaux à l'élaboration des droits qui, vous l'avez d'ailleurs mentionné tout à l'heure, sont éminemment humains par ailleurs. Voilà. Beaucoup de questions, là. On en a pour 3 jours, là. Alors un petit mot sur Haraway. L'idée d'Haraway, c'est d'abord une biologiste. C'est une biologiste qui est féministe et son idée, c'est justement de dire que si on veut qu'un jour la science ne sacrifie plus d'animaux, ne les exploite plus, il faut convaincre les scientifiques, je répète, de produire des connaissances qui soient des connaissances pour les animaux, des connaissances au service des animaux, d'accord? Et qui évidemment qui ne s'accompagne d'aucun sacrifice, d'aucune mort, d'aucune violence, etc. Et donc elle a une phrase très intéressante qui peut nous faire réfléchir. Elle dit: il s'agit de créer les conditions scientifiques pour que les animaux ne soient plus tuables, Si on dit aux scientifiques vous êtes des tueurs, vous êtes des criminels, il faut arrêter, ils vont continuer, ils vont en faire plus. C'est ce qui se passe. Et si on leur dit est-ce que vous posez les bonnes questions? Est-ce que ce que vous faites, c'est vraiment utile pour la société? Est-ce que ce que vous faites, c'est utile aussi pour les animaux, etc., etc. Ils vont changer leur pratique scientifique. Ils vont commencer à déconstruire leur pouvoir scientifique, etc., etc. Et petit à petit, ils se rendront compte que la science qu'ils fabriquent, c'est d'abord et avant tout une science au service d'intérêts qui leur échappent totalement, au service de l'industrie, au service de l'économie, etc. Et l'idée de démocratisation, c'est justement de permettre que des institutions politiques démocratiques contrôlent aujourd'hui ces institutions qui sont totalement hors contrôle. Il y a des magouilles colossales de toutes les formes d'industrie, de toutes les formes d'industrie pharmaceutique, etc. Ça, pourquoi il y a les magouilles? Parce que c'est pas démocratisé. Il faudrait que les citoyens participent à la surveillance de toutes ces industries pour une démocratie radicale. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, c'est pire qu'avant, quoi. Donc c'est ça l'idée d'Haraway, elle est assez profonde. Bien-être animal, la Belgique. Nous aurons un débat sur la Belgique tout à l'heure. Et la question, ça reste du bien-être. C'est-à-dire que, et donc, c'est mieux que rien. Et c'est plus proche. Alors ça, c'est un peu polémique ce que je vais dire, mais c'est plus proche du rien que du mieux. Pardon. On va voir, on verra. Peut-être que je me trompe. Et enfin, la participation, eh bien, c'est très simple, au fond. C'est que, je sais pas, c'est un cas concret. Imaginons, on est dans cette démocratie animale. Les animaux participent à l'élaboration des lois. Bon, comment ils participent? Bon, on va savoir si, par exemple, on va laisser des moutons dans des champs. Les moutons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont brouter l'herbe. Bon, c'est vraiment très concret. J'aime pas trop parler d'exemples comme ça parce que ça paradoxalement, ça déréalise ce que je raconte. Mais bon, si vous voulez, ils vont brouter l'herbe. Si on s'aperçoit qu'à un moment donné, ils broutent plus rien, c'est qu'il y aura un problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ce qui se passe, on va voir le problème, etc. Et on va essayer de comprendre comment redonner l'envie à ces moutons de brouter l'herbe. Donc, on leur aura demandé leur avis, au fond. On aura respecté leur intégrité, leur singularité de moutons aimant brouter l'herbe, etc., ayant des interactions avec d'autres personnes qui seront en contact avec elles, etc. Eh bien, on écrirait une loi disant que, pour telle et telle raison, tel champ, eh bien, il faut le transformer, etc. On ne peut plus concret, ce que je raconte. Il suffit qu'il y ait des partis animalistes. Ça change tout. Il suffit mais il faut qu'on y aille, il faut qu'on se lance.
Comment? Ah ouais. Et lesquelles? Et l'expansion économique, ce serait une économie libérale, mais une économie qui sera contrôlée par les citoyens, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Il y aura de la participation. Vous savez, le mot participation, c'est un vieux mot politique. C'était le mot d'ordre de Gaulle dans les années 60 quand il disait il faut que les travailleurs participent à la vie de l'entreprise. Pourquoi ça a disparu? Parce que les partis politiques ont totalement mis de côté le pouvoir populaire. Ils se contentent de la représentation. Ça changerait absolument tout. Ces mots-là de participation, c'est des vieux mots qui ont perdu de leur signification, de leur sens politique. Il faut les politiser et les ouvrir aux animaux, parce que au fond, ils veulent la même chose que nous. Participer à leur propre bien, et la participation à ce propre bien fait qu'ils vont participer à un bien collectif qui sera réinventé en permanence, quoi.